Saviez-vous que près de 6% de la population présente des traits de pervers narcissiques sévères? Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous en ayez croisé un, peut-être même que vous en ayez un dans votre famille ou dans votre couple. Le plus terrifiant, c'est que ces manipulateurs ne se contentent pas de détruire des couples toxiques, ils marquent à vie ceux qui grandissent sous leur emprise. Et voici l'autre chiffre qui glace le sang. 80% des victimes de relations toxiques ne réalisent la nature de l'emprise qu'après plusieurs années, parfois quand il est déjà trop tard pour éviter certaines blessures. Derrière un sourire, une main tendue ou une phrase qui semble bienveillante, se cache parfois un contrôle invisible mais total. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Sigmund Freud disait que l'amour parental est en grande partie un narcissisme réactivé. Carl Jung allait encore plus loin en expliquant que certains parents ne voient pas leur enfant comme une personne distincte, mais comme une extension d'eux-mêmes, un réceptacle destiné à porter leur image. Ces paroles, prononcées il y a près d'un siècle, résonnent aujourd'hui avec une force troublante. Les chiffres sont glaçants. Selon plusieurs études, près de 6% de la population présenterait des traits narcissiques sévères, et parmi eux, beaucoup deviennent parents. Ce n'est pas rare, c'est une réalité silencieuse que des millions d'enfants vivent chaque jour, souvent sans même pouvoir mettre un mot sur leur souffrance. Imaginez un enfant qui, dès ses premiers pas, sent que l'amour qu'il reçoit est conditionnel. Pas un amour qui réchauffe, mais un amour qui se pèse, se mesure, et surtout, se mérite. Un amour qui se retire au moindre signe d'autonomie ou de désaccord. Freud voyait dans ce schéma une répétition d'un drame intérieur. Le parent narcissique n'aime pas l'enfant pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il reflète. L'enfant devient un miroir. S'il brille, le parent se sent puissant. S'il ternit, le parent le brise pour tenter de polir à nouveau ce reflet. Jung décrivait ce mécanisme comme une projection d'ombre. Tout ce que le parent refuse de voir en lui-même, il le déverse sur l'enfant. Trop sensible, trop faible, trop indépendant, c'est l'enfant qui portera ce fardeau. Ce processus, invisible de l'extérieur, est d'autant plus destructeur qu'il s'enracine tôt. Les neurosciences le confirment, le cerveau d'un enfant, jusqu'à ses 7 ans, est littéralement façonné par les expériences relationnelles. Un climat constant de critique et de retrait affectif active de manière répétée les circuits du stress, élevant les niveaux de cortisol et réduisant la capacité à réguler ses émotions à l'âge adulte. Ce n'est pas seulement une affaire de psychologie, c'est une affaire de biologie. Les IRM cérébrales menées par des chercheurs de l'université de Harvard montrent que les enfants ayant grandi avec un parent émotionnellement indisponible ou manipulateur présentent souvent une réduction de la matière grise dans l'hippocampe, la zone liée à la mémoire et à l'apprentissage. Ce n'est pas une cicatrice invisible, c'est une blessure physique dans le cerveau. Pourtant, si l'on s'en tient aux apparences, tout semble normal. Le pervers narcissique peut afficher, devant le monde, l'image d'un parent attentionné. Un sourire lors des photos de famille, quelques gestes tendres en public. Mais en privé, c'est une autre histoire. Comme le soulignait le psychanalyste Otto Kernberg, le narcissisme pathologique fonctionne en 2 modes, la façade sociale et la réalité intime faite de contrôle, de dévalorisation et de manipulation subtile. Et vous, si vous écoutez ces mots, il est possible que vous ayez vu ces signes sans savoir les nommer. Peut-être avez-vous grandi avec un parent dont l'humeur changeait comme la lumière d'une pièce, passant de la chaleur à la glace en un instant. Peut-être avez-vous vu un ami ou un proche lutter pour mériter un regard, un compliment, un simple « je suis fier de toi ». Ce que vous ressentez alors, cette impression que quelque chose ne va pas, n'est pas une exagération, c'est un signal. Marc Aurèle écrivait « L'âme prend la teinte de ses pensées ». Grandir auprès d'un parent qui ne vous aime pas pour vous-même, mais pour l'image qu'il projette à travers vous, c'est vivre dans un brouillard constant où votre valeur semble dépendre de la météo émotionnelle de l'autre. Mais comprendre ce mécanisme, c'est déjà commencer à s'en libérer. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas ingrat, et surtout, vous n'êtes pas seul. Et si nous commençons par regarder la vérité en face, comme l'ont fait Freud, Jung et les grands penseurs avant nous, nous verrons que ce n'est pas l'enfant qui manque d'amour, mais le parent qui en est incapable. Ce n'est pas une fatalité. C'est un constat, et c'est aussi le point de départ pour comprendre pourquoi un pervers narcissique peut ne pas aimer ses enfants et comment cette réalité, aussi dure soit-elle, peut être affrontée. La mécanique froide du narcissisme ne se comprend pas en surface. Ce n'est pas simplement une question de mauvais caractère ou de manque d'empathie. C'est une construction intérieure, presque mécanique, où chaque geste, chaque parole, chaque silence a un but précis, nourrir le vide intérieur du parent. Freud parlait déjà de ce trou narcissique, que l'on tente de combler en utilisant les autres comme carburant émotionnel. Jung, lui, décrivait ce vide comme une blessure archaïque,
naît souvent dans l'enfance du narcissique, qui ne se comble jamais vraiment, peu importe la quantité d'admiration ou de contrôle qu'il obtient. Lorsque ce parent devient père ou mère, il ne voit pas l'enfant comme un être à protéger, mais comme une extension de lui-même. Les experts en psychologie du développement, comme Donald Winnicott, ont montré que le rôle fondamental d'un parent est d'être un miroir bienveillant, pour l'enfant, reflétant sa valeur, sa singularité. Chez le narcissique, le miroir est déformé, il ne renvoie que l'image que le parent veut voir. L'enfant devient un rôle à jouer, un masque à porter, et chaque écart par rapport au scénario est sanctionné. Les neurosciences nous offrent ici des preuves tangibles. Des études de l'Université de Montréal démontrent que les parents ayant un profil narcissique présentent une activité accrue dans les zones cérébrales liées à la récompense lorsqu'ils reçoivent de l'admiration, mais une activité réduite dans celles associées à l'empathie lorsqu'ils sont confrontés à la détresse d'autrui. Cela signifie que la douleur émotionnelle de leur propre enfant peut littéralement leur sembler insignifiante s'ils estiment que cette douleur ne sert pas leur image. Le pervers narcissique attend que l'enfant devienne une vitrine. Si l'enfant réussit, c'est le triomphe du parent. Mais attention, ce succès doit être conforme à ses attentes. Un enfant qui excelle dans un domaine que le parent juge sans valeur sera ignoré, voire rabaissé. C'est ainsi que naît la confusion profonde chez ces enfants. Si je suis bon, pourquoi je ne suis pas aimé? La réponse est brutale, parce que le critère de l'amour n'est pas la personne que vous êtes, mais l'image que vous donnez aux parents. Épictète écrivait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Dans la dynamique narcissique, ce jugement est constant et toujours orienté vers un seul objectif, servir l'ego du parent. L'enfant n'est pas un être à accompagner, il est un objet à modeler. Cette perception transforme la relation en un contrat tacite. Tant que tu brilles pour moi, je t'accorde mon approbation. Si tu me déçois, je retire tout. Ce cycle engendre des comportements dévastateurs. Des chercheurs en psychologie familiale ont constaté que 70% des enfants ayant grandi avec un parent narcissique développent, à l'âge adulte, soit une tendance à répéter ce schéma dans leurs propres relations, soit une difficulté majeure à se sentir légitime, même face à des réussites objectives. C'est comme si leur cerveau avait été programmé pour croire que leur valeur dépend toujours du regard d'autrui. Ce qui rend cette mécanique encore plus froide, c'est sa capacité à se dissimuler. Un pervers narcissique peut être charmant en société, drôle, impliqué dans des causes caritatives. Mais à l'intérieur du foyer, il peut se montrer glacial, calculateur, distant, ou brutalement critique. La dissonance est telle que l'enfant se demande souvent s'il n'exagère pas, s'il ne se trompe pas, s'il n'est pas, comme on le lui répète parfois, trop sensible. Comprendre cette mécanique, c'est comprendre que le problème ne vient pas d'un manque d'effort de l'enfant, mais d'une incapacité structurelle du parent. Une incapacité enracinée dans sa personnalité, que ni l'amour ni la loyauté de l'enfant ne pourront réparer. Et c'est là que commence la prise de conscience, savoir que cette machine n'a pas été créée par vous, et que votre rôle n'est pas de la faire fonctionner à vos dépens. L'héritage invisible laissé par un pervers narcissique ne se voit pas sur les photos de famille. Il n'apparaît pas dans les sourires figés ni dans les souvenirs racontés aux autres. Il s'inscrit dans les circuits du cerveau, dans la chimie du corps, dans la façon même dont on perçoit le monde. Les neurosciences le confirment, l'enfance passée sous le contrôle émotionnel d'un parent narcissique laisse des marques profondes, mesurables et parfois irréversibles si elles ne sont pas prises en charge. Une étude de l'Université de Stanford a montré que les enfants exposés à un environnement familial imprévisible et émotionnellement instable présentent des niveaux chroniquement élevés de cortisol, l'hormone du stress. Ce n'est pas anodin, un taux de cortisol trop élevé sur le long terme altère la capacité de l'hippocampe à consolider les souvenirs et fragilise le système immunitaire. Concrètement, cela signifie que ces enfants peuvent avoir plus de mal à apprendre, à se concentrer, et qu'ils sont plus vulnérables aux maladies. Freud, dans ses travaux sur la répétition des traumatismes, observait déjà que l'enfant mal aimé cherchait inconsciemment à reproduire, plus tard, la même dynamique relationnelle. Jung expliquait ce phénomène en termes des empreintes psychiques. Le cerveau, habitué à un certain type de relation, la considère comme normale, même si elle est destructrice. C'est pourquoi tant d'adultes issus de familles toxiques se retrouvent, sans le vouloir, dans des relations amoureuses ou professionnelles avec des personnalités similaires à leurs parents. Les preuves biologiques s'accumulent. Des chercheurs en imagerie cérébrale ont découvert que les enfants ayant grandi avec un parent narcissique présentent souvent une réduction de volume dans le cortex préfrontal ventromédian, la zone impliquée dans la régulation émotionnelle et l'empathie. Cela peut se traduire par une difficulté à gérer ses propres émotions, mais aussi à comprendre celles des autres. Ce n'est pas que ces enfants soient insensibles, c'est que leur système émotionnel a été modelé dans un climat où leurs propres besoins affectifs étaient ignorés ou instrumentalisés.
Ce climat laisse aussi des traces invisibles dans la perception de soi. Carl Rogers, l'un des pionniers de la psychologie humaniste, expliquait que le sentiment de valeur personnelle se construit dans les toutes premières années, à travers ce qu'il appelait l'acceptation inconditionnelle. Le pervers narcissique, au contraire, conditionne l'amour à la performance, à l'obéissance, ou à la conformité à ses attentes. L'enfant apprend alors que sa valeur dépend de sa capacité à plaire, à éviter le conflit, à anticiper les besoins de l'autre. Ce conditionnement est si profond qu'il influence jusqu'aux choix les plus intimes. Des témoignages d'adultes ayant grandi avec un parent narcissique révèlent un schéma récurrent: l'incapacité à dire non, la peur panique de décevoir, le besoin constant de validation. Certains développent une hypervigilance émotionnelle, comme s'ils vivaient en permanence sur leur garde. D'autres, au contraire, se coupent de leurs émotions, persuadés que ressentir trop les rend vulnérables. Les stoïciens, bien qu'ils n'aient pas connu les neurosciences, avaient compris cette empreinte invisible. Épictète disait: « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Le problème est que, dans un tel environnement, la manière de réagir se forge dans la peur, dans l'anticipation du rejet, dans l'effort de lisser chaque geste pour éviter le conflit. Et ce mode de survie devient une seconde nature. Mais l'héritage invisible n'est pas une condamnation. Les mêmes recherches montrent que la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler, reste active toute la vie. Cela signifie qu'en travaillant sur soi, en se reconnectant à ses émotions et en développant un environnement sain, il est possible de réparer une partie des dommages. Comprendre comment cet héritage s'inscrit en nous est le premier pas pour le transformer. Et c'est là que le voile commence à se lever sur la vraie nature de ce lien toxique. Les témoignages des enfants de pervers narcissiques sont souvent racontés à voix basse, comme si les mots eux-mêmes pouvaient réveiller un danger endormi. Derrière ces histoires se cachent des blessures que l'on ne voit pas, mais qui façonnent toute une vie. Elles ne sont pas toujours spectaculaires, pas de scènes violentes en permanence, pas forcément de cris tous les jours. Mais une tension constante, un climat où chaque geste, chaque phrase peut déclencher une réaction imprévisible. C'est cette imprévisibilité qui épuise, qui ronge, qui marque à vie. Prenons l'histoire de Claire, 32 ans, qui raconte: « Mon père ne m'a jamais frappé. Mais il savait exactement quelle phrase dire pour me faire douter de moi. Si j'avais une bonne note, il disait que c'était par chance. Si je ratais, il disait que ça prouvait que je n'étais pas faite pour ça. Je n'ai jamais su ce qu'il pensait vraiment de moi. » Ce témoignage pourrait sembler banal à ceux qui n'ont pas connu ce type de relation, mais les psychologues comme Alice Miller l'ont montré. La dévalorisation subtile, répétée, a un impact aussi fort qu'une violence physique. Elle sape l'identité de l'enfant, lentement, jusqu'à ce qu'il doute de sa propre perception. Chez Julien, 40 ans, c'était différent. Sa mère était chaleureuse en public, toujours souriante, toujours à parler de ses réussites. Mais à la maison, chaque succès était utilisé comme un trophée pour elle, jamais comme une fierté partagée. Quand j'ai gagné mon concours, elle a dit à tout le monde que c'était grâce à son éducation stricte. J'avais l'impression que ma vie ne m'appartenait pas. Cette appropriation de la réussite est un classique du narcissisme parental, l'enfant sert de vitrine. Les blessures les plus profondes viennent souvent de ce que les chercheurs appellent la dissonance relationnelle. L'enfant reçoit deux messages contradictoires: « Je t'aime » et « Tu n'es pas assez ». Cette double contrainte crée une confusion interne qui peut durer toute une vie. Carl Jung disait que rien n'a plus d'influence psychologique sur l'enfant que la vie non vécue du parent. Dans le cas du pervers narcissique, cette vie non vécue est projetée sur l'enfant, qui doit porter les rêves inachevés, les frustrations, les colères non exprimées. Les conséquences sont multiples et documentées. Une enquête menée par l'Université du Michigan a révélé que les adultes ayant grandi avec un parent narcissique présentent un risque 2 fois plus élevé de développer des troubles anxieux ou dépressifs. Beaucoup témoignent aussi d'une difficulté chronique à faire confiance, même aux personnes bienveillantes. C'est comme si leur radar émotionnel était réglé pour détecter la manipulation, même quand il n'y en a pas, ce qui les épuise dans leurs relations. Ce qui frappe dans ces témoignages, c'est la récurrence d'un sentiment, l'impression d'être invisible. Non pas dans le sens physique, mais dans le sens émotionnel. L'enfant est vu, mais pas regardé. Écouté, mais pas entendu. Aimé, mais à condition de remplir un rôle. C'est ce que Winnicott appelait le « faux self », une personnalité construite pour survivre, pour plaire, pour éviter le rejet, mais qui ne correspond pas à l'authenticité profonde de la personne. Et pourtant, dans cette noirceur, il y a aussi des éclats de lucidité. Beaucoup de ces adultes racontent le moment où ils ont compris que le problème n'était pas eux. Un livre, une phrase, parfois même une simple conversation peuvent déclencher ce déclic. Marc Aurèle écrivait: « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. »
Comprendre que l'on a grandi dans un environnement qui a modelé ses pensées est la première étape pour les reprendre en main. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires individuelles. Ils sont la preuve vivante que les blessures laissées par un pervers narcissique ne sont pas des faiblesses personnelles, mais des cicatrices relationnelles. Et qu'en les mettant en lumière, on commence déjà à les guérir. Car nommer la douleur, c'est la sortir de l'ombre où elle prospère. Démasquer l'illusion d'un pervers narcissique, surtout quand il s'agit d'un parent, est une épreuve qui peut prendre des années. La difficulté, c'est que tout est pensé pour que l'image extérieure soit impeccable. C'est un décor de théâtre, soigneusement entretenu, où chaque rideau dissimule une vérité plus sombre. En public, ce parent peut sembler charmant, attentionné, presque exemplaire. Il sait quand sourire, quand complimenter, quand se montrer généreux. Mais en privé, le scénario change brutalement, le ton devient sec, les mots blessants, les regards accusateurs. Et tout est fait pour que l'enfant pense que le problème vient de lui. Freud décrivait ce phénomène comme une double réalité, où l'esprit de l'enfant doit composer avec deux versions contradictoires de la même personne. Jung y voyait la manifestation d'un masque social, la persona qui dissimule l'ombre. Le pervers narcissique excelle dans l'art de porter ce masque, car il sait qu'il doit protéger avant tout sa réputation. Et plus il réussit socialement, plus il devient difficile de convaincre les autres de ce qui se passe vraiment derrière les portes fermées. Les signes sont pourtant là, et les neurosciences montrent pourquoi on finit par les sentir sans toujours les comprendre. L'intuition se déclenche face aux micro-signaux, une froideur soudaine dans le regard, un compliment qui se transforme en critique cachée, une promesse faite puis retirée. Ces comportements répétitifs activent l'amygdale, la zone du cerveau qui gère la peur et la vigilance, créant chez l'enfant une hypervigilance permanente. C'est ce qui explique cette sensation d'être toujours sur le qui-vive, même des années après avoir quitté cet environnement. Reconnaître ces signes, c'est souvent remarquer ce qui n'est pas dit autant que ce qui est dit. Un parent qui ignore délibérément une réussite, qui minimise les émotions, ou qui détourne une conversation pour revenir à lui-même. Un parent qui utilise la culpabilité comme outil, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ou, tu me déçois tellement. Ce n'est pas de l'éducation, c'est du contrôle émotionnel. Carl Rogers rappelait que l'amour véritable est inconditionnel. Le pervers narcissique, lui, ne donne jamais sans attendre quelque chose en retour. Et cet échange est souvent invisible pour les autres, car il ne se mesure pas en cadeaux ou en argent, mais en loyauté, en admiration forcée, en soumission. Ce contrat tacite est si bien intégré que l'enfant croit parfois que c'est normal, que c'est ça, être une bonne fille, ou un bon fils. Les statistiques révèlent que près de 80% des enfants ayant vécu avec un parent narcissique ne réalisent pleinement la nature toxique de cette relation qu'à l'âge adulte, souvent après une crise, rupture amoureuse, burn-out, ou confrontation avec une autre figure manipulatrice. C'est là que la pièce du puzzle se met en place et que les souvenirs prennent un sens différent. Épictète écrivait « Celui qui te met en colère te domine ». Dans la relation avec un pervers narcissique, la domination ne passe pas seulement par la colère ouverte, mais par la capacité à diriger tes émotions, à provoquer la honte, la culpabilité, ou même la fierté, selon ce qui sert ses intérêts. Le reconnaître, c'est reprendre le contrôle. Démasquer l'illusion ne veut pas dire entrer dans un combat direct. C'est souvent un travail intérieur, fait d'observation, de compréhension et de mise à distance. C'est apprendre à voir au-delà du masque, à reconnaître les incohérences, à se fier à son ressenti même quand on vous dit que vous exagérez. Car c'est là la plus grande arme du pervers narcissique, vous faire douter de votre propre perception. Et c'est aussi là que commence votre libération, lorsque vous osez croire ce que vous ressentez plus que ce que l'on vous raconte. Rompre le cycle avec un pervers narcissique, surtout lorsqu'il s'agit d'un parent, demande bien plus qu'un simple éloignement physique. C'est un travail intérieur, une reconstruction en profondeur qui touche à la fois les pensées, les émotions et les habitudes de vie. Car ce que l'on hérite de ce type de relation, ce ne sont pas seulement des souvenirs douloureux, mais une manière de voir le monde, de se voir soi-même, forgé sous la contrainte. C'est là que les philosophies anciennes comme le stoïcisme, mais aussi la psychologie moderne et les neurosciences, offrent des clés puissantes pour se libérer. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. » Dans la dynamique avec un parent narcissique, cette phrase devient une arme. Le contrôle que vous n'avez jamais pu obtenir sur son comportement, vous pouvez l'exercer sur vos réactions, vos pensées, vos choix. Ce n'est pas une abdication, c'est une réappropriation de votre énergie. La neuroscience le confirme. Se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir active les circuits préfrontaux du cerveau, ceux qui favorisent la résilience et réduisent l'impact du stress. La première étape, c'est de reconnaître le conditionnement.
Freud parlait de compulsion de répétition, la tendance à reproduire inconsciemment les schémas familiaux, même lorsqu'ils nous font souffrir. Identifier ces automatismes, ce besoin d'approbation, cette peur de déplaire, cette hésitation à poser des limites, permet de commencer à les désamorcer. Des recherches en psychologie cognitive montrent que le simple fait de mettre un mot sur un schéma toxique réduit son influence sur nos comportements. La deuxième étape, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Carl Jung disait, « Les limites que tu poses sont l'expression de l'amour que tu as pour toi-même. » Avec un pervers narcissique, les limites ne sont pas négociables, elles sont vitales. Cela peut vouloir dire réduire les contacts, filtrer les sujets de conversation, ou même instaurer un silence complet dans les cas extrêmes. Les études sur le no contact montrent que cette mesure, bien qu'émotionnellement difficile, permet une diminution significative de l'anxiété et des symptômes dépressifs chez les anciens enfants de parents narcissiques. La troisième étape, c'est la reconstruction de l'estime de soi. Les années passées à recevoir un amour conditionnel laissent un vide que l'on tente parfois de combler en cherchant la validation extérieure. Le stoïcisme invite à l'inverse, trouver cette validation en soi-même. Épictète conseillait de juger ses propres actions selon sa propre boussole morale, et non selon l'opinion d'autrui. Sur le plan neurologique, cette pratique réduit l'activation de l'amygdale et renforce la cohérence émotionnelle. La quatrième étape, c'est de s'entourer de relations saines. Les recherches en psychologie positive montrent qu'un réseau social bienveillant agit comme un facteur de guérison émotionnelle. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité, des personnes qui vous écoutent, qui respectent vos émotions, qui ne cherchent pas à vous contrôler. Ces relations permettent de réapprendre la sécurité émotionnelle, un apprentissage que l'environnement toxique avait détruit. Enfin, il y a la dimension spirituelle et philosophique. Sénèque rappelait, « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Rompre le cycle, c'est aussi définir où vous voulez aller, quel type de relation vous voulez dans votre vie, quelles valeurs guideront vos choix. C'est passer du rôle de survivant à celui de créateur de sa propre trajectoire. Les neurosciences appellent cela la reprogrammation cognitive, fixer consciemment des objectifs émotionnels et comportementaux pour remodeler les réseaux neuronaux. Rompre le cycle ne se fait pas en un jour. C'est un chemin où chaque prise de conscience, chaque limite posée, chaque pensée recentrée est une victoire. Et dans ce processus, vous découvrirez quelque chose d'essentiel, que l'amour que vous cherchez désespérément à recevoir de ce parent, vous pouvez vous l'offrir à vous-même, pleinement, sans condition. Ce jour-là, la chaîne invisible qui vous reliait à ce passé ne sera plus un lien qui vous retient, mais un simple souvenir que vous pourrez regarder sans qu'il vous blesse.